C'est beaucoup. Et ce dont on est conscient, l'expérience qu'on vit pendant le sommeil, pendant le rêve, dépasse tout ce qu'on vit durant la journée. Alors, je donne l'exemple du rêve où on perçoit une lumière blanche éclatante. On peut, après coup, penser à la clarté de la Lune, mais c'est 1000 fois plus brillant, plus éclatant. C'est beaucoup plus vif, c'est beaucoup plus saisissant. C'est une lumière qu'on ne voit pas le jour. Dans le rêve, la réalité est plus intense et plus forte. Et les premiers hommes ont sûrement cru que le vrai monde, c'était ça. Un peu comme nos Amérindiens ici, il n'y a pas encore tellement longtemps, puis peut-être aujourd'hui. Dans le rêve, il n'y a pas de mort. Les défunts parlent, marchent, nous rencontrent, vivent avec nous autres. Ils ont dépassé la mort parce que le rêve manifeste la conscience et du sentiment de l'éternelle jeunesse, la jouvence, le renouvellement constant que l'on voit d'une certaine façon dans les changements des saisons, dans la reproduction des animaux, dans le retour des oiseaux, dans le départ des oiseaux, dans l'arrivée des nouveaux-nés, etc., chez les êtres humains ou ailleurs. On atteint l'énergie première dans le rêve de façon concentrée, la fécondité, la jeunesse, l'énergie première, l'énergie à l'état pur. Peindre, c'est transformer le monde. Je vais s'éloigner un petit peu de mon sujet, mais le monde transformé, le monde dans le rêve est un monde transformé, magnifié, métamorphosé. Et ça va être la source principale d'inspiration et d'énergie pour peindre, graver, dessiner, sculpter, danser, chanter, etc. Ça va être, c'est un monde plus fort que le monde ordinaire, que le monde du quotidien. On parlera du sacré tout à l'heure. Et donc, tu utilises la quatrième thèse? Quatrième thèse, elle ne répond pas à la même question. C'était la 10e qui répond. Oui. Pas grave, je suis là. Ah oui? Oui. Bon, créer n'est pas exprimer sa subjectivité. Là, il y a matière à un débat. On est dans un monde où les gens donnent beaucoup d'importance à leur moi, à leur jeu, et ils veulent croire qu'ils expriment quelque chose d'eux-mêmes dans un poème, dans une chanson qu'ils composent, dans une danse, ou dans un dessin, ou dans un tableau. Ne réalisant pas que ce que l'on peut exprimer dans la liberté des gestes, des mouvements, dans l'utilisation des symboles conscients dans le rêve, ou de certaines tendances inconscientes qu'on a, notre jeu est très secondaire. Les symboles sont souvent universels, ils n'appartiennent pas à nous, ils ne sont pas personnels. Les objets que l'on produit, pas les mettre Bourdieu après ça des objets purs, les objets que l'on produit ne nous représentent pas, ne sont pas particuliers à nous-mêmes. Ils ont une réalité objective, une réalité à part, une réalité indépendante de nous, qui va continuer à exister quand on va disparaître, et qui n'est pas entièrement le produit du vécu, de l'émotion personnelle, du sentiment personnel. Même si l'essentiel à l'origine vient du rêve, il y a une bonne partie du rêve qui appartient au monde symbolique, communautaire, collectif. Et pensez à tout l'art au Moyen-Âge, tout l'art religieux, les milliers de représentations de la Vierge, juste à Prague, là, dans un musée, j'en ai vu des centaines et des centaines. Eh bien, c'est pas la personnalité d'un tel Tchèque ou d'un tel Slovaque qui apporte la Vierge. C'est à tout le monde, c'est une représentation universelle. Les premières statuettes, c'est des Vénus autour de la Méditerranée, en tout cas. Elles sont extrêmement anciennes. Ils n'appartiennent pas à tel individu en particulier. Tel groupe sur le bord de la Méditerranée, telle ethnie, telle tribu, tel ordre, tel clan. Elles appartiennent à l'humanité primitive. Comme les étoiles sont les mêmes pour tout le monde, les astres auxquels on va donner des noms de divinité.
et qu'on connaissait très bien il y a 40 000 ans, qu'on a gravé les cartes du ciel, ça, il y a très, très, très longtemps. Il y a quelque chose de suprapersonnel, c'est ça que je veux montrer, malgré que les styles d'exécution, tantôt il y a des gens qui vont montrer ce qu'ils font en particulier, là, 2-3 personnes, les styles d'exécution, évidemment, varient d'une région à l'autre, d'une contrée à l'autre, selon les matériaux, selon l'éclairage, selon la lumière du ciel, selon les saisons, selon l'environnement, la flore, par exemple. Ça, c'est sûr que ça va donner une teinte particulière. Mais les sujets sont universels, les symboles sont universels, l'intention d'atteindre la beauté n'est pas personnelle, elle s'impose. Certains ont parlé de nécessité intérieure. Lorsque on est poussé à faire un poème, poussé à faire un tableau ou à composer un air de musique, on le reçoit, puis on écoute, on exécute ce qu'on a entendu à l'intérieur, ce qu'on a reçu. Et on ne fait qu'obéir à la beauté, on ne fait qu'obéir à l'art. Les artistes sont des serviteurs, même si parfois ils ont l'air d'avoir un ego bien gonflé, surtout les romantiques, à l'époque romantique. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vont dire « c'est moi que j'affirme ». C'est une illusion, c'est une erreur, et c'est ne pas reconnaître l'essentiel de l'acte de peindre. C'est ce que je veux dire ici. Ça, c'est assez controversé. Bon. Je ne forcerai pas Manon qui va intervenir maintenant à penser comme moi. Et tantôt, on va discuter, puis ça va revenir. Mais quand même, on va vous montrer quelques-uns de ses travaux. Alors, installe-toi, je peux te donner. OK. Oui, ça va te faire 5 bonjour, je suis Manon Mérino. Je prends des cours avec Régent depuis Régent Ladouceur depuis quelques années. Tout à l'heure, Clément disait que peindre, selon une théorie, c'est tout un acte de communication relationnel. À part des élèves de Régent, puis les gens autour de moi, je n'ai jamais montré mes tableaux, je n'ai jamais fait d'exposition. Donc, c'est nouveau pour moi. Je vais vous montrer 3 types de dessins. Un, c'est une figure. L'autre, c'est un bonhomme. Puis l'autre, c'est un paysage. C'est du pastel. Et ça, c'est le personnage. Dans les personnages, c'est toujours les yeux que je cherche à produire. Puis par les yeux, j'essaie que la personne qui apparaît là-dessus nous transpose son âme. Puis en même temps, son regard dans mes tableaux, il nous questionne tout le temps. Puis j'ai fait beaucoup de visages. Puis les gens qui ont vu mes tableaux chez moi, ils disent que ces personnages ont une âme. C'est ça que j'essaie un peu de chercher. Ses yeux, elle nous transmet son âme, mais en même temps, non, il y a une réserve. Puis c'était comme un personnage du Moyen... Pour moi, c'est une petite madame du Moyen-Âge avec son chapeau. Mais quand je dessine, je parle de rien. Je parle de photos des fois, mais souvent je parle de rien. Je regarde le carton, puis une figure qui m'apparaît, puis je suis mon instinct de faire les lignes qui m'apparaissent dans ma tête puis sur le carton. Ici, c'est sur du bois. C'est un pastel. J'aime peindre sur des planches de bois. J'ai peint aussi sur des bûches parce que j'aime les arbres. C'est une matière proche de la nature. Et quand j'ai peint ce paysage-là, c'est à partir d'une photo d'un chemin de terre où je me promenais. J'ai habité 6 ans dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est transmettre l'amour parce que j'aimais beaucoup cet endroit-là. C'est au printemps. Puis quand je dessinais, je le faisais, je me disais, faut pas que je manque de transposer sa beauté, faut pas que
comment je dirais ça, il faut que je fasse honneur et non le contraire. Donc, je voulais que ça lui ressemble beaucoup. Pour moi, on s'inspire de la nature à sa question. Pour moi, on s'inspire de la nature, beaucoup, beaucoup. Que ce soit la nature ou des personnes, pour moi, c'est la nature. Parce que dans une bûche que j'ai dessinée, il y avait un personnage. Le personnage, ses cheveux, sa tête, là, c'était des arbres. Puis ses longs cheveux ici, c'était des racines. Donc, la personne, la bûche, puis les arbres sur la même personne. Puis ici, c'est peut-être petit là, pour la salle, le fond. Ça, c'est sur une feuille de bouleau, parce que j'aime peindre aussi sur des feuilles de bouleau. Je les trouve belles, je me dis, ils peuvent servir à la création aussi. J'ai regardé la feuille, et puis ici, j'ai fait une ligne, j'ai tiré une ligne bleu marin pour faire le mur. Et du mur, j'ai regardé, puis il m'est apparu ce bonhomme-là. Et ça s'appelle un cœur ambulant. Parce que son dos, c'est comme un cœur, c'est de la générosité même. Puis dans mes peintures, je cherche toujours la lumière, puis je regarde la lumière. Puis quand j'ai eu fini, je me suis dit, il est comme un peu les personnages de Bruegel, je trouvais. Mais c'était pas mon intention. Mais dans chacun de mes tableaux, c'est tout le temps, je me dis, je cherche la lumière, je veux y rendre. Mais je ne sais pas comment aller. Je le sais, mais c'est difficile de la traduire. Les gens pourraient les regarder à la fin aussi. Donc, 5e thèse. Alors, tu vas nous dire ça, là. Le geste de peindre puise son énergie dans l'intériorité, notamment le rêve. L'intériorité où se forme l'image. En passant, il y a un terrible impérialisme de l'image aujourd'hui. On remplace les mots, les concepts, les phrases par des scènes, par des images. On décide de penser par image au lieu de penser en faisant des phrases, en raisonnant, en énonçant, en formant des propositions. On est menacé d'une certaine façon par les images. Cependant, l'image est fondamentale pour l'être humain. Bien avant de parler, bien avant de faire des raisonnements, on voit des images, on agence des images. Certainement à partir de la naissance, à partir du rêve, après que les yeux se soient ouverts, et peut-être avant, à l'état fœtal, quand l'enfant est encore fœtus. Il y a une activité cérébrale et probablement de rêve aussi. C'est un être qui a des sensations multiples, qui a des perceptions, et ça s'organise en rêve. Bon, l'image à ce moment-là, c'est un peu embêtant. À moins qu'on ait recours aux archétypes de l'inconscient collectif, selon Freud à une certaine époque, et selon Carl Gustav Jung plus tard. L'image est importante et beaucoup de peintres ont dit « je fais ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je montre ce qu'il y a à l'intérieur de moi ». Pas parce que c'est personnel, non, parce que c'est comme ça. Pas pour affirmer sa personnalité, pour être fidèle à sa vision, fidèle à ce qui se passe à l'intérieur, fidèle au message imagé, fidèle à son imaginaire, serviteur de son imaginaire. Et la source la plus abondante d'images, de mouvements, d'histoires imagées, ce sont nos rêves. Et comme je le disais tout à l'heure, ou bien je vais le dire, ce que l'on éprouve dans les rêves, par exemple, la vie au-delà de la mort, les couleurs extraordinaires, les possibilités extraordinaires, ça ne peut que nous bouleverser et nous attirer vers ailleurs, vers un plus de liberté, mais aussi de quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. De liberté parce qu'il n'y a pas de contrainte dans le rêve, ni le temps, ni l'espace, ni le sexe,
ni la vie, ni la mort. Tout est possible, tout se passe. On a déjà vu un cheval, on rêve un cheval, mais il est aussi lumineux que la pleine lune ou que le soleil. Et quelque temps après, le cheval se transforme en taureau. Et quelque temps après, toujours dans le même rêve, le taureau escalade ou grimpe dans une échelle. Tout est possible. Ça donne un sentiment de frayeur, bien sûr, mais aussi d'extraordinaire liberté. C'est la liberté des romanciers, des poètes, des cinéastes, etc. L'intérieur, c'est le moteur de la création. Ou bien un des moteurs essentiels. Et s'y retrouvent pas juste des choses personnelles, mais des symboles universels. Des choses qui sont communes à toute une communauté, à toute une collectivité et peut-être à toute l'humanité. Importance de l'intérieur, de l'intériorité. 6, on va aller encore plus loin en parlant du sacré. La thèse dessiner et peindre relève d'une expérience du sacré. Georges Bataille disait dans son livre extraordinaire sur Lascaux que l'important pour l'être humain c'était l'amour, lui il dit l'amitié. Et l'amitié avec le beau. La philosophie, c'est l'amitié avec la sagesse. Platon précise, c'est l'amour du beau, du bien, du vrai. Alors ça va un peu dans ce sens-là. Et ce beau, cet idéal, et ce magnifique et ce merveilleux que l'on cherche en art, c'est plus que nature, c'est plus que ce qui se passe durant la journée, c'est plus que ce qui se passe durant notre vie. On peut récapituler dans une histoire un siècle, un millénaire, et on peut montrer dans un tableau les choses du passé, les choses du futur, les choses impossibles, les choses extraordinaires, fantastiques, magnifiques. Dans la grotte à Lascaux, il y a des personnages combinés, mi-homme, mi-bête. Il y a des signes, je disais tantôt, des symboles un peu kabbalistiques, des choses magiques, des signes qui représentent des puissances occultes. C'est plus que la vie ordinaire, c'est plus que le travail, c'est plus que les relations humaines au sens ordinaire. Et ce plus, rempli d'énergie, de force, de puissance, nous amène à l'origine, au commencement. C'est exactement ça, le foyer du sacré et la base du mythe. Le retour pratique, rituel, cultuel, le culte, à l'origine, à la source d'énergie primordiale. Certainement que l'humanité est branchée depuis son origine, et je dis que l'origine, ça commence dans la grotte Chauvet, l'origine de l'humanité, est branchée sur ce qui dépasse infiniment l'humanité et l'univers, matériel, physique, des scientifiques. Ce foyer-là, cette source-là, bon, les méditations nous permettent de retrouver à l'intérieur de soi-même. Sont exprimées dans la poésie, très souvent, dans la musique et dans toutes les traditions religieuses, peu importe lesquelles, grandes ou petites. Ça revient toujours à une puissance originelle, une fécondité invincible, indestructible, une jeunesse éternelle, une jouvence, comme on dit dans la fontaine de jouvence. L'expérience du sacré, c'est avoir un élan vers ce qui est impossible à atteindre, mais auquel on croit beaucoup, qui nous fait avancer, qui nous fait faire un film, puis ensuite un autre film, puis ensuite un autre film, ou écrire un livre, ou faire un tableau, etc. Toujours en étant insatisfait. Jamais le geste de peindre permet au peintre de dire « c'est correct, j'ai fini ». Impossible. Ce n'est que le commencement, c'est le premier pas. Et il y en aura d'autres, et il y en aura d'autres jusqu'à la mort. Et je pense que, je vais parler tantôt de la mort de Paul-Émile Bordura à la fin, je reviendrai là-dessus.